Alors, nous allons débuter avec notre première thématique qui est autour du matériel végétal. Et donc, je demande Christophe Gaviglio de l'IFV, s'il te plaît. C'est bon ? Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin, au pôle sud-ouest. Je suis en charge d'expérimentation sur la mécanisation du vignoble. Et donc, pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, l'intégration des technologies du numérique sur les agroéquipements. Donc, on va parler autoguidage et robotique, avec une approche, comme vous le savez, à l'Institut français de la vigne et du vin, assez technico-économique. Et donc, on va aborder ces deux solutions technologiques avec nos retours d'expérience, nos retours d'expérience qu'on a menés donc sur le domaine expérimental dans le cadre de projets divers et variés, mais en particulier en ce qui concerne l'autoguidage, un projet mené en lien avec l'Institut Agro, justement, pour l'évaluation des solutions du commerce. Et je laisserai un petit peu après Christophe Auvergne développer ce sujet, l'évaluation aussi des solutions low cost. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces deux technologies aujourd'hui? Je ne vais pas refaire toute l'introduction, mais c'est évidemment par rapport aux problématiques d'entretien du sol, de limitation, voire d'abandon des herbicides, et donc du temps nécessaire ou de la technicité nécessaire. Alors pour le temps, on pense plutôt robot. Pour la technicité, on va s'intéresser à l'autoguidage et à pourquoi on s'intéresse à l'autoguidage. L'idée, en parlant de l'autoguidage des tracteurs vignerons, c'est de regarder les technologies qui existent pour se guider, de regarder la performance de ces technologies et de voir l'intérêt par rapport à la problématique qui nous intéresse, l'entretien du sol et en particulier la gestion du cavaillon et donc la nécessité pour les utilisateurs de rouler droit, d'être réguliers et donc potentiellement d'avoir un travail plus efficace avec moins de risques pour abîmer les souches, et ce, avec moins de fatigue pour l'utilisateur. Ça, c'est le postulat de départ quand on se dit on va utiliser de l'autoguidage pour les tracteurs vignerons. On va voir comment ça marche. Dans ce que je vous propose aujourd'hui, qui n'a pas vocation à être totalement exhaustif pour tout ce qui existe sur le marché, on va comparer deux technologies. La technologie, donc positionnement GPS, GNSS, avec une précision RTK, donc centimétrique, et la technologie LIDAR, donc où on est complètement indépendant d'un système de positionnement GPS, mais où on a une perception physique des obstacles à gauche et à droite. Et donc pour les deux cas, on est capable de caractériser un petit peu la précision de la solution et son intérêt pour les utilisateurs. Premier cas, donc l'autoguidage du tracteur vigneron avec une solution GPS RTK. Donc vous voyez un petit peu le type d'attelage qu'on s'est dit qu'on pouvait mener avec un autoguidage performant. Alors des outils intercept à l'avant, un broyeur, un gyrobroyeur à l'arrière. Vous pouvez identifier le petit boîtier blanc sur la cabine du tracteur qui est l'antenne GNSS et l'antenne qui va aussi recevoir les corrections RTK par le réseau cellulaire. Vous voyez en cabine deux choses qui ne sont pas du tout neutres. À droite, vous voyez qu'il y a un volant électrique qui a été mis sur le volant du tracteur, c'est-à-dire que c'est une modification quand même importante de la colonne de direction et de l'élément de contrôle du tracteur, premier point. Et deuxième point, vous avez un écran en cabine, alors qui est un élément intéressant, parce que ça vous permet de savoir où vous êtes, de tracer des opérations, etc. Mais c'est aussi l'élément de contrôle, en fait, du système d'autoguidage. Et donc, ce n'est pas des boutons physiques, c'est un écran. Je le précise. Voilà pour la première solution. Alors ça, c'est effectivement une solution d'autoguidage de seconde monte, c'est-à-dire sur un tracteur existant qui a 7, 8 ans, 10 ans, n'importe. On peut utiliser ce genre de solution. Il y a beaucoup de solutions de seconde monte qui sont proposées pour la viticulture. Et il y a aussi des solutions de première monte qui utilisent donc le GPS et les corrections centimétriques RTK. Comment ça marche?
le plus simple, c'est de définir des lignes AB. C'est-à-dire vous vous mettez dans le premier rang de la parcelle, vous définissez que vous êtes bien au milieu de l'interrang, hop, vous enregistrez un point A, vous allez au bout, vous enregistrez un point B en mesurant que vous êtes bien au centre de l'interrang, et vous avez défini un cap, une ligne droite, facile à suivre. Ça, c'est le cas idéal. Quand vous avez des rangs réguliers, des parcelles plantées au RTK, c'est quasiment le cas idéal, parce qu'une fois que vous avez défini un cap, vous avez une précision qui est quand même assez correcte. On a pu mesurer des choses intéressantes, hein, entre ce qui est affiché sur la console comme écart, donc 2 cm, 0,1, et l'écart réellement mesuré au roue par rapport à la position initiale. C'est des choses qu'on fait en prenant des repères physiques vraiment sur le terrain, à la parcelle, et en mesurant les écarts. On voit des choses intéressantes. Déjà, plus on va vite, en fait, plus c'est facile pour le tracteur avec son système de, finalement son système de guidage, hein, tout simplement, de trouver une bonne précision un peu plus vite qu'à une vitesse faible, parce que ça va jouer en fait sur la fréquence des corrections sur le volant. Et donc, entre 4 et 6 km/h, on avait une précision tout à fait acceptable, hein, de 2 à 4 cm, ou voire inférieure à 2 cm, sur ce mode de fonctionnement de guidage. Alors ce mode de fonctionnement, encore une fois, il ne fonctionne que si les rangs sont très réguliers. Vous imaginez que si vous définissez un cap que vous allez pouvoir donc démultiplier à l'infini à gauche et à droite sur tous les rangs de la parcelle, vous avez fait 2 points de mesure et vous avez toute la parcelle qui est utilisable tant qu'il y a des rangs, quoi, hein. Donc c'est très simple et ça marche très bien avec une précision correcte si les rangs sont très droits. Si vous avez des rangs qui ont été plantés à la main et sur lesquels vous avez une petite déviation, ne serait-ce que de 2 cm en 2 cm tous les rangs, et bien au bout du 10e rang, vous roulez sur le rang de vigne. Parce que le tracteur, lui, il suit son cap. Il ne voit pas les rangs, il est complètement aveugle. Donc ça, c'est un problème. Pour résoudre ce genre de problème, on peut utiliser ce qu'on appelle les lignes caractéristiques. En tout cas, dans le système qu'on a testé, ça s'appelait comme ça, lignes caractéristiques. L'objectif, c'est de s'adapter à des rangs irréguliers. Et donc, on va enregistrer le trajet qu'on fait avec le tracteur. Et on dit, tac, ça y est, j'ai créé ma ligne. Alors, c'est un peu fastidieux, comme ça a été présenté tout à l'heure par Martin. C'est fastidieux, mais c'est possible. Et donc, après, une fois qu'on a enregistré nos lignes et qu'on considère que nos lignes sont correctes, c'est-à-dire qu'on a été super concentré sur chaque rang et qu'on s'est dit, là, c'est bon, ma ligne, elle est bonne, ok, je vais voir à quel point je suis répétable. Et c'est là, en fait, qu'on a des surprises et qu'on s'aperçoit que, on est beaucoup moins précis que sur un guidage avec un cap. Pourquoi ? Parce que le tracteur, au lieu d'avoir justement un objectif lointain et donc un cap régulier à suivre, il va de mètre en mètre, ou même moins que ça, à chaque point, il va essayer de suivre où est le point suivant. Et le tracteur a enregistré tous les KO, toutes les secousses dans la ligne, et donc va avoir un guidage beaucoup plus agressif, en fait, qui va chercher à chaque tour de roue à retrouver le point suivant, et donc on va aboutir à une précision qui est beaucoup moins bonne que ce qu'on a avec un guidage et un cap. Donc, c'est pas très satisfaisant. En plus, on a des artefacts qui arrivent quand on prend le rang en sens inverse. Si on a un décalage latéral à cause de ça, quand on prend le rang dans l'autre sens, on accentue ce décalage. Donc, c'est une solution qui nous a été proposée par le constructeur, comme voilà, vous pouvez vous adapter à des rangs irréguliers, mais en fait, c'est pas satisfaisant. Déjà, on perd beaucoup de temps à faire le boulot de préparation, et ensuite à l'utilisation, on ne peut pas faire confiance au système, donc on n'était pas content. On n'était pas content, on est passé à un autre système, le lidar, en disant on a des vignes qui sont ce qu'elles sont, on ne va pas les replanter exprès tout de suite pour pouvoir utiliser un système GPS, on va faire avec le lidar. Alors le lidar, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le petit, j'ai pas de pointeur là, le petit boîtier bleu au-dessus du capot du tracteur là, sur le mât vertical, et puis à droite, c'est le même petit boîtier bleu au-dessus du châssis Intercept qui est à l'avant du tracteur. L'objectif avec le lidar, c'est quoi ? C'est un balayage laser, si vous voulez, à l'avant, donc qui va couvrir à la fois de la distance et de la largeur, donc pour regarder devant et regarder sur les côtés, et ça va donner en permanence donc une distance
des obstacles perçus à gauche, à droite, devant. Et en permanence, le système, avec le même volant électrique, va positionner le tracteur au centre des obstacles perçus à gauche et à droite. Ça permet de rentrer dans n'importe quelle parcelle sans aucune préparation. Là, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de question d'enregistrement de cartes, d'enregistrement de lignes, de préparation préalable. Par contre, le système il peut être sensible justement à la végétation que vous voyez, un peu exubérante qui vient sur les côtés. Le système peut le détecter. Donc si c'est régulier de part et d'autre, on va rester à peu près centré. Si c'est un petit peu hétérogène entre la gauche et la droite, le tracteur il va suivre cette hétérogénéité. Donc il ne va pas être au centre mathématique des interrants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système, on peut quand même mesurer la précision, l'impact et les facteurs extérieurs sur la précision du guidage qu'on peut obtenir. Donc voici un exemple de mesure qu'on a pu réaliser sur notre domaine expérimental. Alors vous voyez, donc ce qui est en bleu clair, c'est la performance de notre chauffeur maison, que je ne nommerai pas. Et en bleu foncé, c'est la performance de l'autoguidage. Et ce que vous voyez sur le graphique, c'est les écarts de centrage en centimètres par rapport à la position idéale qu'on a mesuré, nous, à chaque entrepiqué, en fait, on va faire des mesures, on définit où la machine devrait passer, et on mesure l'écart par rapport à cette position idéale. Donc effectivement, plus les barres sont grandes, moins la précision est bonne. Et vous voyez que là, sur une parcelle peu pentue, finalement, l'autoguidage, il est en moyenne plus régulier. J'aurais pu vous sortir des chiffres plus statistiques, des moyennes, des écarts types, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de le visualiser aussi comme ça. Les barres bleu foncé, en fait, elles vont moins loin que les barres bleu clair, ce qui montre que globalement le système il est performant, mais il n'est pas à 2 cm. On a des écarts jusqu'à 7-8 cm en mode autoguidage et des écarts beaucoup plus importants avec un chauffeur, même un chauffeur expérimenté, jusqu'à plus de 10 cm, voire 15 cm. Voilà, alors on ne sait pas ce qui peut se passer, on regarde un peu le téléphone, on est distrait par les petits oiseaux. Voilà. En fait, quand on a des rangs longs, c'est compliqué pour le chauffeur de rester vraiment hyper concentré tout le temps, surtout pour des opérations de travail du sol souvent, bien centrées, etc. Donc là, dans cette configuration, le système, même LIDAR, il n'est pas si mal. Il est peut-être moins précis que ce qu'on aurait avec un GPS RTK, mais il n'est pas si mal. Dans une parcelle avec du dévers, là, en fait, l'humain reprend un peu le dessus. On s'aperçoit que les barres bleu foncé, elles vont beaucoup plus haut. Et ça s'explique parce que voilà, quand on est dans une parcelle un peu plus délicate, le chauffeur, par nature, il est plus attentif parce qu'il sait qu'il doit faire gaffe. Et surtout, il anticipe beaucoup mieux le comportement de la machine. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, le système d'autoguidage ne fait pas. Le système d'autoguidage, il est dans la correction par rapport à l'écart, mais il n'est pas dans l'anticipation de ce qui va se passer parce qu'on est en pente, etc. Donc, globalement, il corrige, il reste centré, mais avec des écarts plus importants que ce qu'on a avec un chauffeur qui, lui, sait bien qu'il est dans la pente et applique une correction de contre-braquage, de tout ce que vous voulez, qui lui permet de rester globalement plus performant que le système de guidage. Alors, à l'heure du choix, si on doit choisir entre ces deux technologies, vous l'aurez compris, il y a plusieurs critères à prendre en compte entre GPS RTK et le LIDAR. Le fait que vous pouvez avoir un abonnement avec le GPS et les corrections RTK pour recevoir les corrections centimétriques indispensables, sauf éventuellement si vous utilisez Centipede. On aura une petite explication tout à l'heure. Vous avez besoin de rangs très réguliers, plantés au RTK aussi. Vous avez une performance qui est très bonne dans le suivi d'un cap, on l'a vu, ça marche bien. Et vous êtes moins régulier si vous enregistrez une ligne en cours de travail. Inversement, si vous optez pour le LIDAR, vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle parcelle, il n'y a pas d'enregistrement de ligne, mais on est un petit peu moins précis. Et donc, ce qu'on a perçu, nous, dans l'utilisation et les tests de tout ça, c'est que on n'est pas encore très à l'aise pour l'utilisation en travail intercept. Alors que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir être régulier, confortable, détendu et efficace dans le travail de désherbage mécanique intercept. Et donc pour des applications avec des outils traînés, pourquoi pas? Dans l'interrang, ça suffit. La précision qu'on a,
pour avoir de la confiance et du débit de chantier. Sinon, on a encore des limites, en tout cas, de notre expérience. Alors, quels sont les acteurs du marché? Pas du tout exhaustif, mais on peut en citer quand même quelques-uns. Vous voyez qu'il y a du choix quand même. Trimble, Topcon, Fendt. Alors Fendt, c'est le seul aujourd'hui qui le propose en première monte. Et on pourra en discuter. C'est intéressant d'avoir un système en première monte parce que pour le coup, en viticulture, eh ben, il va y avoir des avantages. Tout à l'heure, je vous ai montré la tablette. Alors c'est bien la tablette, on a plein d'infos, mais quand il faut cliquer sur un bouton sur une tablette en cours de travail, c'est pas pratique. Quand vous avez un bouton physique qui est prévu d'emblée pour appliquer une correction gauche-droite par exemple, eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller regarder sur la tablette et de positionner votre doigt sur un écran. Bon, il y a plein d'autres avantages de la première monte, mais il y a aussi l'inconvénient du prix, hein, évidemment. Voilà, Raven, Vantage. Alors Vantage travaille avec Trimble. Hein. Le système Braun qui a été mentionné tout à l'heure et qui a été testé aussi dans le cadre du projet Guidavine par notre partenaire qui est en Bourgogne, hein, qui n'est pas en Occitanie, mais qui a donné de très très bons résultats, hein, donc qui travaille avec le LIDAR et un contrôle à la fois sur la direction du tracteur et sur la position des outils. FarmTech, et puis Agopen GPS, on y reviendra, il y a un lien avec Centipede, la possibilité d'auto-construire un système. Aujourd'hui, vraiment, voilà, si on veut s'intéresser à ces sujets, il y a du choix, mais il faut y aller en connaissance de cause sur ce qu'est capable de faire la technique aujourd'hui dans un contexte fixe qui est donné par la culture pérenne, qui est la vigne ou l'arbre, en tout cas, et donc des éléments qu'on ne va pas modifier tous les 4 matins, quoi. Quelques mots sur les bénéfices utilisateurs attendus et puis la réalité. Alors, est-ce qu'on a plus de confort avec un système d'autoguidage? Globalement, quand c'est régulier, quand ça marche, quand les parcelles sont planes, on va dire oui. On a eu des témoignages d'utilisateurs qui vont dans ce sens, notamment par rapport au fait d'avoir moins de tension, moins de torsion de la colonne vertébrale aussi quand on regarde les outils et qu'en même temps on tient le volant. Ça peut être des éléments importants parce que pour les tractoristes qui font des journées longues, interminables dans le tracteur, il peut y avoir un réel bénéfice de ce point de vue-là. Amélioration des débits de chantier, ça par contre, je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'on a un système d'autoguidage qu'on va aller plus vite, qu'on va faire plus vite les manœuvres. Non, on va peut-être être plus régulier, peut-être avoir moins de bourrage, etc. Mais on n'a pas été en mesure de mesurer une amélioration de débit de chantier liée à l'utilisation de l'autoguidage. La réduction des erreurs en désherbage mécanique, ça c'était le postulat de départ. On n'est pas allé jusque-là, parce qu'on n'a pas eu la confiance maximum dans le système, en fait, pour avoir la régularité souhaitée pour ça. Après, c'est possible. C'est possible quand on a la situation idéale, la situation parfaite, où un système RTK précis à 2 à 4 cm maxi toute la journée, comme on a pu le mesurer, dans des vignes parfaites, ça serait intéressant quand même, et je pense qu'il y a un bénéfice là-dessus. Petite alerte sur 2 choses. 1, la conservation de l'attention du chauffeur. Si effectivement on a un système qui est parfait et qui fonctionne bien sur des rangs longs, eh ben, le chauffeur il a tendance à s'ennuyer. Ça aussi, c'est des retours d'utilisateurs qu'on a eus. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Donc il fait ses mails, il fait ses SMS, il fait ses... Bon, il faut aussi faire attention à ça. Et un deuxième point qu'on avait moins anticipé, mais qui est remonté aussi de notre propre utilisation et des retours d'utilisateurs, des chauffeurs aussi qu'on a interrogés, c'est que si on ne met pas les mains sur le volant, où est-ce qu'on met ses mains? Et à quoi on se tient en fait quand on est dans une parcelle ou en particulier si on fait du travail du sol, eh ben, le tracteur bouge. Et si vous avez fait du tracteur, vous savez qu'on est tout le temps comme ça. Alors quand on a les mains sur le volant, on est accroché à quelque chose. Quand on n'est pas accroché à quelque chose, on fait quoi en fait? Donc voilà, il faut... Encore une fois, c'est des éléments de réflexion, hein. Je vous donne des éléments de compréhension de tout ce qu'il y a derrière tout ça, sans jugement de valeur, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir eu tous ces retours d'expérience, d'utilisation, parce que ça fait se poser les bonnes questions, quoi. Je
passe à la suite et s'il y a des questions après sur l'ensemble, on verra. Hein. Mais donc dans la même veine, dans l'idée d'être précis pour l'entretien du sol et régulier, il y a les robots. Les robots, ils ont l'avantage de ne pas se fatiguer, eux, en principe. Il n'y a que leur batterie ou leur moteur qui peut se fatiguer. Je vous propose un état de l'art des solutions qui existent sur le marché. Hein. Il y en a 3 qui ont été mentionnées tout à l'heure, c'est bien. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous montrerai un petit peu les applications. Quelques notions de performance aussi, parce que c'est des choses qu'on teste, c'est des choses qu'on mesure dans nos stations expérimentales. Et on parlera un petit peu du modèle économique associé, puisque ça a été mentionné aussi. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est excessivement chère. Il y a beaucoup d'acteurs en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. En Champagne, en Val-de-Loire, et puis plus près de chez nous, hein, dans la région toulousaine, Nayo, Green Culture, et puis Pelinck, hein, qui a travaillé avec Green Culture, j'y reviendrai, Romax Viti dans le Bordelais, et puis des acteurs internationaux comme Myanmar, qu'on va peut-être voir de plus en plus. Donc des acteurs, il y en a. Comment ils se différencient les uns des autres? Ils se différencient sur le format des robots, sur l'énergie utilisée, sur les outils qu'on peut mettre, un petit peu aussi sur le prix, on verra. Alors, pour les enjambeurs, on a quelques modèles. Hein, donc vous avez le Bacchus, le TED et le Trax. Il y en a 2 électriques là et un thermique. C'est des choix en fait vraiment techniques qui montrent des philosophies différentes. Les enjambeurs électriques, ils ont pas mal d'avantages en termes de maîtrise, notamment de tout ce qui est commande robotique. C'est plus facile à gérer, je pense, pour les constructeurs de robots. Il y a des avantages aussi en termes de consommation d'énergie brute, je pourrais y revenir. Mais par contre, il y a une reconception totale de qu'est-ce qu'une machine agricole. Et est-ce qu'on a des distributeurs hydrauliques? Non. Est-ce qu'on doit les remplacer par des câbles électriques? Oui. Est-ce que donc on peut réutiliser les outils disponibles sur l'exploitation? Non. Donc il faut avoir des outils avec des moteurs électriques qui vont eux aussi piocher dans la batterie qui est sur le robot pour faire avancer le robot, etc. Donc ça pose pas mal de questions, mais il y a un niveau de maturité qui est suffisant pour que des constructeurs de matériel d'entretien du sol comme Boisselet, par exemple, comme Souslikov, proposent des solutions dédiées à des robots électriques. C'est-à-dire qu'ils croient dans le sujet, quoi. Ils croient dans la technologie et ils sont prêts à adapter leurs outils pour les électrifier et s'adapter à cette nouvelle forme de mécanisation. L'approche de Trax est un peu différente, c'est un moteur thermique, donc on retrouve tous les points de repère classiques connus par les viticulteurs, les utilisateurs, avec un moteur et donc qui est capable d'entraîner une pompe hydraulique, donc il y a des distributeurs hydrauliques, on peut brancher des choses connues, enfin on est en terrain connu en fait. Et en plus, il n'y a pas de risque de panne puisque au pire le réservoir est vide et on vient le remplir et ça redémarre, quoi. Donc c'est aussi rassurant dans un monde qui est assez conservateur. Hein, les utilisateurs, voilà. Il y en a un autre qui est enjambeur qui est intéressant parce qu'il a des chenilles en plus d'être enjambeur, c'est Zilus de Sabiraghi. Bon, il a une diffusion très très confidentielle hein, pour l'instant, mais je le trouve techniquement intéressant. Et puis maintenant, il y a d'autres modèles, donc des interlignes. Donc, on a vu dans les années précédentes Green Culture faire des démos avec son robot Seol, donc qui est un robot hybride, hein, une chaîne de traction électrique pour plein d'avantages que j'ai cités, mais un moteur thermique pour fournir l'énergie, alimenter une génératrice et être, je dirais, plus autonome. Il y a Romax Viti aussi, donc des chenillards tous les deux, donc avec plus de facilité à déployer des outils pour travailler l'inter-rang et pas sous le rang. Les enjambeurs, ils sont peut-être idéaux pour avoir les outils d'entretien du sol sur le cavaillon, toujours bien positionnés, toujours au bon endroit, etc. Les interlignes, ça va être un petit peu différent. Et puis je vous ai parlé de Seol, l'évolution de Seol, ça a été le partenariat avec Pelinck et le RX20 qu'on voit maintenant. Et qu'on va voir de plus en plus sur le terrain et pas sur un salon à partir de cette année. Et c'est une bonne nouvelle, alors parce que voilà, ça montre que les robots, ils changent un petit peu leur fusil d'épaule. On peut aller sur des modèles différents et sur des applications différentes pour la gestion de l'interrang,
pour une polyvalence un petit peu différente. Et voilà. On va voir ce que ça donne dans la vraie vie, mais en tout cas, le modèle économique peut être aussi un petit peu différent, puisque a priori, c'est moins coûteux de concevoir un robot comme ça que de concevoir un robot enjambeur dans lequel il y a des contraintes mécaniques et techniques qui sont beaucoup plus fortes et qui renchérissent un petit peu le coût. Toujours dans cette veine des robots interlignes, vu sur le Vinitec l'an dernier, Blackshire, donc c'est un constructeur italien, qui a été assez courageux de montrer un robot avec une pulvée double rang pulvée confinée. C'est assez courageux de montrer ça, même si les éléments de sécurité n'étaient pas présents pour ce qui dépasse du gabarit du robot. Hein. Mais dans l'idée, je trouve ça intéressant de montrer que, on peut aller vers ce type d'application avec les robots, c'est-à-dire sortir simplement de la gestion de l'entretien du sol, mais aller aussi sur la pulvée, et donc des opérations où on peut sortir l'applicateur du champ d'application des phytos. C'est intéressant de faire ça. C'est intéressant aussi de gagner un petit peu en réactivité en affectant des robots à des parcelles, soit les plus simples, parce que les robots sont basiques, soit les plus compliqués, parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques sur des parcelles pentues, etc. En tout cas, voilà, de réorganiser un peu le travail autour de ça, ça paraît possible maintenant. Un autre modèle à diffusion aussi un petit peu confidentielle et qui est aussi polyvalent parce qu'il peut aller sur le maraîchage. Donc Citia, Tractor, lui aussi il est hybride, donc lui aussi il a des branchements hydrauliques, il a un système 3 points, on a des repères connus pour les agriculteurs, les viticulteurs. Et un mini rover, donc le fameux Vitirover qui était aussi présenté tout à l'heure, qu'on a eu l'occasion de tester. Donc il est purement électrique, il est très léger, une fonction de tonte uniquement. Et là, attention, c'est pas vraiment le même cas d'usage, puisque là, on n'est pas dans l'alternative aux herbicides, et on choisit de ne plus désherber. Et choisir de ne plus désherber, c'est pas pareil que déployer une solution alternative aux herbicides pour aussi désherber. Donc il y a quand même quelques limites agro-techniques autour de l'utilisation du Vitirover, même si le concept, d'un point de vue robotique, il est super intéressant. Et puis, c'était un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir montré un robot viticole, et ça, c'était quand même intéressant. J'enchaîne sur quelques mots sur les performances des robots de manière très générale, sans cibler l'un ou l'autre, mais globalement, maintenant, on a des vitesses acceptables, ce qui, il y a encore 2 ou 3 ans, n'était pas vraiment le cas. Aujourd'hui, on peut vraiment travailler autour de 4-5 km/h, alors qu'avant, on était limité autour de 3, voilà, en moyenne. L'autonomie sous supervision, ça bouge aussi, c'est-à-dire que les constructeurs qui proposent des solutions pour lancer la mission, sortir de la parcelle et avoir une supervision sur le téléphone. Alors aujourd'hui, il y a certaines limites, notamment en termes de vitesse de travail, puisqu'on dit un outil totalement autonome, il faut qu'il aille un petit peu moins vite en cas de problème. C'est en train de bouger aussi. Il y a un certain nombre de barrières justement sur la full autonomie qui sont en train d'être levées petit à petit avec des systèmes de sécurité, avec de l'autocertification et aussi avec une certaine exigence sur l'utilisateur de bien borner les parcelles, de bien afficher qu'il y a une machine autonome en fonctionnement pour prévenir les risques par rapport aux personnes qui pourraient s'approcher. En termes de temps de manœuvre, aujourd'hui on est sous la minute en général. Et pour les robots interlignes qui peuvent faire du travail en planche, sans faire de manœuvres compliquées, de marche arrière, etc., on peut être encore plus rapide, sous les 20 secondes. Donc ça, c'est super intéressant en termes de performance globale. Et donc pourquoi je parle de performance? C'est parce que plus le robot il va avoir du débit de chantier et moins il va perdre de temps dans les manœuvres, plus on va pouvoir lui affecter de surface. Que ce soit en privé ou dans le cadre d'une utilisation en CUMA, affecter plus de surface, c'est travailler sur le modèle économique et arriver sur des ratios un petit peu plus intéressants. Donc, ça donne des chiffres par hectare, entre 2 heures par hectare pour des vignes larges, donc dans notre configuration Occitanie, et 6 heures par hectare vraiment dans les vignes très étroites, où ils sont déjà un petit peu plus représentés, les robots. Quelques mots sur la partie économique. Alors les chiffres ils sont un peu bruts, un peu violents, puisqu'on parle de prix autour de 200 000 €.
Quand on va parler de durée d'amortissement entre 5 à 7 ans, 5 ans c'est optimiste, enfin c'est optimiste, c'est des technologies qui évoluent très vite, donc on se dit dans 5 ans qu'est-ce que ça sera, dans 7 ans qu'est-ce que ça sera. Mais on peut quand même essayer de prendre des hypothèses réalistes, avec une surface d'exploitation de 40 hectares, ce qui impliquerait 3 à 4 hectares par jour, 10 à 13 jours de fonctionnement par intervention. Donc une rotation assez régulière quand même, qui implique quand même une hiérarchisation parcellaire. Et puis voilà, une certaine sensibilité au climat, puisque voilà, plus il va pleuvoir, plus il va falloir aller travailler les sols, plus il pleut aussi, plus il faut traiter en même temps, donc plus il faut organiser le travail autour de ça, y compris donc avec une machine autonome. Si on prend la petite calculette, 200 000 € sur 5 ans, sur 40 hectares, ça fait quand même 1 000 € par hectare et par an d'amortissement. Et on n'a pas rajouté l'astreinte humaine, on n'a pas rajouté l'énergie, on n'a pas rajouté l'assurance, on n'a pas rajouté l'abonnement RTK, on n'a pas rajouté, etc., etc. Donc je ne vais pas plus loin dans le calcul, mais vous avez compris que par rapport à la référence Languedoc ou Occitanie du coût du travail du sol sous le rang, qui est autour de 400 à 600 € par hectare et par an, suivant le nombre de passages, les outils utilisés, le tracteur, etc., on a quand même une marche à franchir. Donc, il faut penser un petit peu plus que simplement économiquement si on veut trouver les intérêts aux robots. Et aujourd'hui, ce qui ressort de tous les utilisateurs de robots, indépendamment des petits testeurs que nous sommes, c'est qu'il y a un enjeu de précision. On en a parlé avec l'autoguidage tout à l'heure. Il y a un enjeu de trouver des chauffeurs qualifiés. Il y a un enjeu de régularité en plus de la précision. Et ça, effectivement, un chauffeur, même très bon, se fatigue dans la journée. Un robot ne se fatigue pas. Et s'il a une très bonne carto, ça c'est le point important, c'est avoir une très bonne carto pour le robot, il ne se fatigue pas, il va rester régulier, il va rester précis. Ça c'est un gros cause atout. Ça peut apporter la possibilité de faire du travail en temps masqué, c'est-à-dire on est là, on est pampre pendant que le robot il travaille. On peut faire des économies d'énergie, puisque je l'ai abordé très très rapidement, mais un robot aujourd'hui thermique ou électrique, de toute façon, va utiliser moins d'énergie qu'un tracteur pour la même opération. Si on parle d'énergie brute, un robot pour le désherbage mécanique sous le rang, c'est 5 kWh par hectare. 5 kWh par hectare, c'est ce que vous avez dans un demi-litre de GNR. Et il vous faut à peu près 7 litres de GNR pour faire le travail du sol sous le rang avec un tracteur. Le ratio, il est grosso modo de 1 à 10. En énergie brute. Pourquoi? Parce que un moteur thermique, 70% de ce qu'on lui met dedans en termes d'essence, GNR, etc., ça part en fumée, en chauffage, mais pas en énergie utile pour le travail. C'est le problème des moteurs thermiques par rapport aux moteurs électriques. Alors ça ne veut pas dire que c'est magique, parce qu'on ne fait pas exactement le même travail non plus. Donc peut-être que pour un passage de tracteur, il faudra 1,5 ou 2 passages de robot. Il faut le prendre en compte aussi dans le calcul, tout ça, parce que le travail n'est pas exactement le même, même si on a tendance à de plus en plus utiliser les mêmes outils. Je reste là-dessus pour la partie économie d'énergie. Il y a le côté aussi poids des outils, qui peut compter à les périodes de sensibilité à la compaction du sol, même si je modère quand même pas mal ce point, parce que quand le sol est sensible à la compaction parce qu'il est mou, ce n'est pas le moment de travailler les sols non plus. Donc il y a quand même cette limite. Et puis les robots, quand même, ça peut être attractif pour les viticulteurs. Ça peut être une source de motivation, alors que le métier est difficile, d'avoir accès justement à une technologie intéressante qui est aujourd'hui performante. Techniquement, ça marche. Alors, pas dans toutes les parcelles, je vois les questions arriver, mais techniquement, ça marche quand même pas mal. Quelques considérations. Un tracteur automatisé versus un robot. Voilà ce qu'il va falloir prendre en compte. La facilité de déplacement, parce que sur un tracteur, vous avez toujours un volant. Donc, pour passer de parcelle en parcelle, c'est quand même bien. Sur un robot, il n'y a pas de volant. Donc, passer de parcelle en parcelle, quand il faut traverser une route, un chemin, etc., théoriquement, il faut monter le robot sur une remorque ou dans un camion, etc. Donc, si on veut respecter tous les points de la réglementation, ça peut être assez contraignant.
Inversement, quand vous êtes en mode autonome sur un tracteur, eh ben, vous avez le bénéfice du robot, mais vous êtes quand même assis sur le tracteur, donc il faut se trouver à s'occuper. Il faut avoir confiance dans le système. Et puis, il faut quand même des rangs d'une certaine longueur pour utiliser un tracteur avec un système d'autoguidage. Sinon, ben, on passe quand même toujours beaucoup de temps à faire des manœuvres par rapport au temps où on peut s'occuper de la précision des outils. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci Christophe. Alors pour pas trop dépasser le timing, on va prendre une question. Si vous voulez, on va essayer de faire quelques questions après chaque intervention. Donc si vous voulez poser une question, c'est le moment. Sinon, on en a en stock. Non, c'est juste par rapport au LIDAR que tu as testé. Tu n'as pas eu des problèmes, parce qu'on l'avait testé il y a quelques années, et tu n'as pas eu de problème de perte de rang quand il n'y a pas les feuilles? Non. Par contre, on peut avoir des problèmes de perte de rang quand il y a des manquants. Passer 3 ou 4 manquants d'affilée, il ne sait plus où il est. Donc là, il y a un bip, on reprend la main, et on a le même phénomène en sortie de rang sur des pointes, par exemple. On finit le rang d'un côté, mais de l'autre côté, il n'y a plus de repères, donc il faut reprendre la main. Mais ce n'était pas par rapport aux feuilles, c'est vraiment par rapport au tronc, en fait. Pour revenir sur les capteurs, est-ce que dans les robots, ils utilisent aussi un mix LIDAR, GPS, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de positionner? Est-ce qu'on retrouve les mêmes problèmes sur les manquants, sur les lignes, sur la précision? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est ce dont parlaient les constructeurs de robots, par exemple, au dernier FIRA, là, début février. C'est un gros sujet pour eux, c'est ce qu'ils appellent la fusion de capteurs. C'est-à-dire, ils adoreraient pouvoir travailler avec des capteurs physiques et la position GPS. Alors je pense qu'ils ont besoin des deux, parce que la position, elle est quand même super importante pour définir où on est et valider de manière certifiée qu'on est bien dans la parcelle et pas sur l'autoroute. C'est important. Et ça, il n'y a pas d'autre solution que le GPS pour donner cette info. Le GPS, il a une précision quand même intéressante, surtout avec des cartos très précises le long des rangs. Alors pourquoi il s'intéresse à la fusion des capteurs, j'y reviens. C'est parce qu'il peut y avoir des perturbations du signal de correction centimétrique pour des raisons topographiques. On ne reçoit pas le signal, le robot il ne sait pas où il est, il s'arrête. Pour des raisons de perturbation dans la ionosphère, pour des raisons aussi plus sensibles de piratage. Par exemple, c'est ce qui est arrivé au FIRA. Pendant quelques heures, là, il y a eu le piratage du système de correction, dont ça y est, le nom m'échappe. Mais donc voilà, tous les robots étaient un peu à l'aveugle. Donc, et ça, en fait, c'est un vrai sujet, parce que les utilisateurs, ils veulent de la continuité de service. Ils veulent être sûrs que le robot il va continuer à travailler, qu'il ne soit pas bloqué au milieu d'une parcelle pour une raison X ou Y, parce que quand vous avez un robot comme ça bloqué, comment vous allez le sortir? Vous n'avez pas de... Sortir un robot manuellement d'une parcelle, même avec la télécommande, c'est très très compliqué. C'est très compliqué d'être précis avec une télécommande pour sortir un robot avec des outils coincés au milieu d'une parcelle. Donc voilà, la fusion de capteurs, c'est un vrai enjeu pour la continuité de service des robots. Merci Christophe.